Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le système sanguin. Dans la vidéo sur le système cardiovasculaire, nous avions vu que le cœur et les vaisseaux sanguins ont comme objectif de faire déplacer le sang dans tous les différents tissus et tous les différents organes de notre corps. Alors c'est maintenant d'aller voir exactement qu'est-ce qui est distribué par le cœur, qu'est-ce qui est dirigé par les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire le sang. Le sang est très particulier parce que contrairement à tous les autres systèmes qui sont faits de tissus solides, le sang est un tissu liquide. C'est très simple. Pour pouvoir faire son travail, il doit se faufiler à travers nos vaisseaux sanguins et ça serait très difficile à accomplir sous forme solide. On ne pourrait pas faire bouger un solide dans nos vaisseaux sanguins. Et sous forme gazeuse, ça ne fonctionnerait pas non plus parce que le gaz aurait de la difficulté à faire déplacer les substances. Alors nous avons besoin de ce sang qui est un tissu liquide. Il accomplit trois grandes fonctions. Transport, régulation et protection. Alors, transport, ça s'explique tout seul. Il transporte des substances qui sont soit en solution ou même solides dans notre sang. Régulation, c'est pour maintenir les systèmes et les organes en homéostasie. Et vous avez ensuite la protection, comme par exemple notre système immunitaire et même la coagulation pour nous empêcher de saigner à mort. Si on prend un échantillon de sang d'un individu et on le place dans une centrifugeuse, dans une éprouvette, la force centripète va tirer les substances dans notre sang et les séparer selon leur densité. Les substances les plus denses vont se rendre dans le fond, les substances les moins denses vont rester au-dessus. Et notre éprouvette ressemblerait à quelque chose comme ceci. Il y aurait environ 55% de l'éprouvette qui serait du liquide jaunâtre transparent qui est le plasma. On aurait une petite fine couche presque imperceptible dans le milieu qui comprendrait les globules blancs et les plaquettes. Et on aurait le reste de l'éprouvette qui serait un rouge foncé. Et ça serait nos globules rouges. Alors tout ça pour dire, le sang est fait de composantes solides, mais pour que ces substances solides puissent se faufiler à travers nos vaisseaux sanguins, il faut qu'elle ait une certaine fluidité et c'est accompli par ce 55% de notre sang qui est du plasma. Alors voilà comment est composé notre sang. Vous avez d'un côté du tableau le plasma, et de l'autre côté du tableau, ce qu'on appelle les éléments figurés, c'est-à-dire la partie solide de notre sang, les globules sanguines. Commençons à gauche. Notre plasma est 95% fait d'eau. Alors, ce 55% du volume sanguin total est majoritairement de l'eau. Qu'est-ce que l'eau a comme but ici? C'est être le solvant universel, c'est-à-dire dissoudre des substances, donner cette fluidité à notre sang et le permettre de se faufiler dans même les plus petits vaisseaux sanguins comme les capillaires. Le 5% qui reste est divisé, pas également, mais est divisé parmi les composantes dans le reste du côté gauche du tableau. Les électrolytes. Électrolytes, c'est un nom fancy pour les ions. Et quelques exemples du calcium, du potassium, du magnésium, du chlore, etc. Et ces ions ont une multitude de différentes fonctions dans notre corps. On n'ira pas dans les détails ici. Il y a des protéines plasmatiques, c'est tout simplement des protéines, comme n'importe quelle protéine. Elles portent le nom plasmatique parce qu'elles sont dans le plasma. Et encore, ces protéines plasmatiques ont une multitude de différentes fonctions, et ça sera pour une autre vidéo. Et finalement, nous avons les substances transportées par le sang, comme des nutriments, comme des gaz, comme des déchets, des hormones et autres. Et encore une fois, des sujets pour d'autres vidéos. Donc ça, c'est environ 55% de notre sang et c'est le plasma. L'autre côté du tableau, ce sont nos éléments figurés. Ça, c'est la partie solide de notre sang. Ce sont les globules. Alors, les érythrocytes, les leucocytes et les thrombocytes. Des noms très scientifiques qui veulent essentiellement dire globules rouges, globules blancs et plaquettes. Ce sont des noms moins scientifiques qui ne sont pas toujours utilisés parce que, par exemple, les globules rouges ne sont pas toujours rouges et les globules blancs ne sont pas blancs du tout. Donc, un mot qui fonctionne toujours, qui ne fait pas illusion à cette fausse apparence de nos globules, c'est érythrocytes. Leucocytes, ici, ils sont essentiellement interchangeables. Maintenant, en termes de fonction, on va les voir en détail. Juste une petite précision sur le tableau. Si on avait à mettre un mot en évidence dans chacune des cases, ici, c'est facile. On mettrait transport pour celui-ci, on mettrait coagulation pour celui-là. Et ici, immunité, ça fonctionne, mais il y a une différence entre immunité et défense. Parce que les globules blancs n'ont pas seulement un rôle à jouer dans ce qu'on appelle l'immunité, on a aussi un rôle à jouer dans la protection ou la défense. Donc peut-être qu'un seul mot qui serait meilleur que immunité, qui est toujours le cas, ça serait défense.
Allons voir en plus de détails chacun de ces types d'éléments figurés. Tout d'abord, les érythrocytes. Les érythrocytes sont les éléments figurés les plus abondants dans notre corps, comme vous avez vu dans l'éprouvettes tantôt. La quasi-totalité de nos éléments figurés, c'est des globules rouges. Ils ont une forme qu'on appelle biconcave, donc c'est concave en haut et c'est concave en bas. Et cette forme biconcave donne une plus grande surface totale externe à notre globule rouge. Si le globule rouge n'était pas un genre de beigne à moitié troué et il était plat comme ceci, on aurait une moins grande surface que si on avait cette idée-là de double concavité. Alors le biconcave augmente la surface. Et pourquoi on veut cette grande surface? Le globule rouge est constamment en train de donner des substances, ramasser des substances, donner des substances, ramasser des substances. Et donc, une plus grande surface totale externe lui permet de faire plus de ces échanges. Et pourquoi le globule doit ramasser et donner? Bien, son travail numéro 1, c'est de transporter les substances. Pour pouvoir transporter ces substances, ils ont besoin de ramasser les substances. Et si sa fonction numéro 1, c'est de transporter, la substance qu'il transporte le plus, c'est le dioxygène ou l'O2. Ce transport du dioxygène est accompli par une protéine complexe nommée hémoglobine. La voilà. On n'ira pas dans les détails de sa structure, à part le fait que chaque hémoglobine a 4 de ces petites structures en forme de disque qui s'appellent des groupements M. Et chaque groupement M, si on fait un grossissement d'un groupement M ici, on peut voir que chaque groupement M, en son centre, a un atome de fer. Et c'est exactement là où le dioxygène vient se fixer. Fait que ça fait oxyde de fer, et l'oxyde de fer est connu sous un autre nom. C'est la rouille, et la rouille, elle est rouge. Donc, la présence d'oxygène fixée à notre groupement M donne une apparence rouge à nos globules rouges. Et vu que nos éléments figurés les plus nombreux, ce sont les globules rouges parsemés partout dans le plasma donneront une apparence rouge au sang. Donc, quand il y a oxygène présent, c'est rouge. Quand l'oxygène s'enlève, notre sang sera pourpre. Pas tout à fait bleu, mais proche. Un genre de bleu-rouge. Donc, rouge quand il est oxygéné, pourpre quand il est désoxygéné. Comme on peut voir dans tous les manuels de biologie, on met rouge et bleu, c'est juste plus facile. Mais notre globule rouge ne transporte pas seulement de l'oxygène, il transporte aussi du CO2. Et ceci se fait de 3 différentes façons. Nous avons un petit pourcentage de notre CO2 qui est tout simplement dissous dans notre plasma. Et ça, c'est environ 7%. Nous avons presque un quart de notre CO2 qui est transporté attaché à l'hémoglobine. Donc, il va se diffuser hors du tissu, dans le plasma, rentrer dans le globule rouge et venir se fixer à l'hémoglobine. Le petit brocoli ici qui dit HB. HB est l'acronyme pour hémoglobine. Donc, le CO2 est sur les groupements M de l'hémoglobine. Mais il y a une autre petite réaction chimique assez complexe ici qui se fait entre le CO2 et l'eau. Le CO2 et l'eau vont être forcés à s'attacher ensemble, former de l'acide carbonique. Et l'acide carbonique va se dissocier en deux, des ions hydrogène et des ions HCO3-. Les ions HCO3- sortiront du globule rouge et vont être transportés sous forme aqueuse, en forme d'ions HCO3- dans le plasma. Et ça, c'est la majorité de notre CO2. Ceci est important dans le tamponnage du sang. Ça sera un sujet pour une autre vidéo. Ça, c'est auprès des tissus quand on ramasse le CO2. Notre CO2 sous ces 3 formes va être transporté avec le sang, va se rendre auprès des alvéoles pulmonaires. Vous pouvez voir l'alvéole ici. Le CO2 qui était juste dissous dans le plasma va se diffuser dans l'alvéole. Le CO2 qui était attaché à l'hémoglobine va se détacher de l'hémoglobine, va sortir du globule rouge et va se diffuser dans l'alvéole. Les ions HCO3- qui étaient dans le plasma vont se rattacher aux ions H+, reformer l'acide carbonique qui va être dissocié en H2O et CO2, et ce CO2-là va sortir. Le CO2 accumulé dans notre alvéole sera expulsé de notre bouche lorsqu'on va expirer. Donc ça, c'est un aperçu très rapide de la fonction de transport de notre sang, accomplie en grande partie par les globules rouges ou les érythrocytes. Prochain type d'élément figuré, c'est les globules blancs ou les leucocytes. Nous pouvons voir ici plusieurs différents types de leucocytes. On ne rentrera pas dans les détails, mais il n'y a pas juste une sorte de leucocyte comme il y a seulement une sorte de globule rouge. Leur fonction, en un mot, c'est soit défense ou protection, et ça sera vu dans une autre vidéo. Je mettrai un lien dans la description pour ma vidéo sur le système immunitaire. Les thrombocytes, ou les plaquettes.
En un mot, il joue un rôle très important dans la coagulation. La coagulation, c'est l'action de boucher un trou quand on abîme un vaisseau sanguin. Puis les plaquettes, bien qu'ils sont des éléments figurés, ils ne sont pas actuellement des cellules. Ce sont des morceaux de cellules. Pour comprendre leur fonction, je vais vous raconter une petite histoire. Imaginez-vous un vaisseau sanguin. Ici, on l'a ouvert pour pouvoir voir à l'intérieur. Donc ça, c'est la lumière. Ça, c'est la paroi du vaisseau sanguin. Ce vaisseau sanguin fait sa fonction. Il transporte des substances. Le sang se déplace. Tout va bien. Mais là, qu'est-ce qui arrive quand il y a un bris? Un dommage se fait à la peau jusqu'au vaisseau sanguin et la paroi du vaisseau sanguin est abîmée. Bien, le sang va se mettre à couler. C'est tout à fait normal que le sang part à travers le trou. Il y a une fuite. Le sang ne sait pas où aller. Il va aller partout où on le laisse aller. Il va sortir par le trou. Alors, les éléments figurés, tels que les plaquettes, vont sortir par le trou, eux aussi. Alors, une plaquette pourrait s'échapper et sortir du trou complètement. Mais éventuellement, il y a des plaquettes qui vont rentrer en contact avec la paroi du trou. Et cette paroi du trou a des fibres de collagène qui dépassent. Maintenant, le collagène, c'est une protéine qui devrait être dans la couche externe du vaisseau sanguin. Donc, les plaquettes ne devraient jamais rentrer en contact avec le collagène. Si les plaquettes rentrent en contact avec le collagène, c'est pas normal. Et il y a une réaction chimique qui va être déclenchée. Ces plaquettes vont devenir collantes. Donc, une autre va coller après le trou, et la prochaine plaquette peut coller après celle qui est collante, etc., 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 jusqu'à temps qu'on forme un bouchon qui bouche le trou. C'est ce qu'on appelle un thrombus. Et thrombus, c'est un mot latin qui veut dire un bouchon. Donc, de là le nom des thrombocytes. Maintenant, ça, c'est loin d'être résistant, c'est loin d'être fort, c'est loin d'être beau, c'est pas une très bonne réparation. Ce qu'on voudrait, c'est réparer la paroi du vaisseau sanguin par mitose. Mais on peut pas faire ça parce que le thrombus est dans le chemin. Alors, on a deux options. On peut enlever le thrombus pour essayer de faire la mitose, mais si on enlève le thrombus, le sang va se remettre à couler. On repart du début. Option 2, c'est de bloquer le trou d'une autre façon avant d'enlever le thrombus. Une fois qu'on a fait ça, on peut enlever le bouchon et ensuite on peut réparer le trou par mitose. Et ça, c'est ce qui se passe. Dans le plasma, nous avons des protéines qui sont toujours présentes dans notre sang. Deux en particulier, la prothrombine et le fibrinogène. Mais là, quand les plaquettes vont avoir formé le thrombus, elles vont relâcher dans le sang ce qu'on appelle les facteurs de coagulation. Et ces facteurs de coagulation, qui sont maintenant aussi dans notre plasma, vont agir sur la prothrombine. Et la prothrombine va être transformée en thrombine. La thrombine étant maintenant aussi présente dans notre plasma, va agir sur le fibrinogène et va transformer le fibrinogène en fibrine. La fibrine, c'est une protéine filamenteuse, une protéine longue et mince qui vont se former à proximité de notre dommage, de notre bris ici. Donc, nous avons maintenant une genre de toile de fibrine. Très bien nommée parce qu'on pourrait comparer ça à une toile d'araignée. Autant qu'une toile d'araignée peut trapper des insectes pour que l'araignée puisse manger, la toile de fibrine va trapper des éléments figurés. Donc, globules rouges, autres plaquettes, ils vont tous rester pris dans cette toile de fibrine. Et on va former quelque chose de beaucoup plus fort, quelque chose de beaucoup plus résistant. On peut maintenant enlever le thrombus, et le thrombus n'étant plus dans la paroi du vaisseau sanguin, la paroi du vaisseau sanguin peut maintenant se réparer par mitose. Et on n'a plus de fuite dans notre vaisseau sanguin. Donc ça, c'est, en bref, la coagulation. Le sang joue aussi un rôle de régulation de la température. Quand on a trop chaud ou quand on a trop froid, notre sang va essayer de nous aider du mieux qu'il peut, malgré que ce n'est pas 100% efficace. Si on a trop chaud trop longtemps, ça peut nous tuer, tout comme si on a trop froid trop longtemps, ça peut nous tuer. Le sang joue un rôle très important dans le maintien de cette température à 37,5 degrés Celsius. Donc, lorsqu'on a trop chaud, nos vaisseaux sanguins vont d'abord faire de la vasodilatation. Ça veut dire que la lumière des vaisseaux sanguins va agrandir, laissant passer plus de sang, mais laissant passer plus de sang dans la peau. Pourquoi on veut envoyer plus de sang dans la peau? Comme vous pouvez voir ici sur l'image, la main devient très chaude, on envoie beaucoup de sang proche de la peau, et donc la chaleur de ce sang peut être perdue à l'environnement, rafraîchissant donc l'individu. Et en plus de ceci, on va transpirer, recouvrant notre peau avec de l'eau, et cette eau va aussi aider à nous rafraîchir parce qu'elle va voler de notre chaleur pour s'évaporer. Alors, la vasodilatation, l'envoi de plus de sang dans notre peau, combiné avec la transpiration, va essayer de nous rafraîchir le plus possible. Contrairement, quand on a trop froid, nos vaisseaux sanguins vont faire la vasoconstriction. On veut limiter le montant de sang qui se rend aux régions de notre corps où on a une grande surface et un petit volume.
Donc, nous aurons une situation plus comme ceci, où moins de sang va se rendre à nos doigts, à nos orteils, à notre nez, à nos oreilles. Et donc, dans le but de conserver la chaleur auprès des organes vitaux tels le cœur, les poumons et autres, on peut perdre un doigt et survivre. Si notre cœur arrête de fonctionner, on est mort. Alors, on sacrifie le bien-être de nos extrémités au service des organes vitaux. Donc, moins de sang dans la peau, on va perdre moins de chaleur à l'environnement. Et en plus de ça, des muscles dans notre dos vont se mettre à se contracter pour l'action du grelottement. Toute contraction musculaire dégage de la chaleur. Cette chaleur va essayer de réchauffer notre sang. Le sang transporterait ces substances pour absolument rien s'il n'avait pas la capacité de donner ces substances à nos tissus et de ramasser les substances que nos tissus ne veulent pas, tels les déchets. Alors, on a besoin de parler d'échange entre les capillaires et les tissus. Que ce soit dans les alvéoles, dans les poumons, que ce soit auprès de ton orteil, que ce soit dans ton rein, ça ne dérange pas, le principe est le même. Il y a deux pressions qui sont exercées auprès de nos capillaires qui vont aider à échanger les substances avec l'environnement. La première, qui est une pression du sang qui veut sortir de nos vaisseaux sanguins, c'est la pression hydrostatique. C'est la pression sanguine qui pousse hors du capillaire. Alors, vous devez vous imaginer que le sang rentre dans le vaisseau sanguin, il voyage tout le long du capillaire et il pousse de tous bords, de tous côtés. Et donc, on a cette pression hydrostatique qui est formée. Et entre nos cellules, la paroi du capillaire n'est pas étanche. Entre les cellules qui forment la paroi du capillaire, il y a des trous. C'est ce qu'on appelle les pores capillariens. Donc, on a deux choses qui se passent ici. Le sang pousse sur la paroi du capillaire. Et en plus, la paroi du capillaire est pleine de trous. Alors, il y a toutes sortes de substances qui vont sortir grâce à cette pression hydrostatique. En même temps qu'il y a des substances qui sortent par pression hydrostatique, il y a de l'eau qui va rentrer par osmose. Et ça, c'est notre deuxième pression, et c'est la pression osmotique, qui par définition est l'action de récupérer de l'eau par osmose. Donc, c'est l'eau qui va aller de forte concentration à faible concentration et revenir dans le vaisseau sanguin. Lorsque la pression hydrostatique va pousser, on va perdre beaucoup d'eau. On ne veut pas que cette eau reste dans notre espace interstitiel ici, parce que nos tissus vont se mettre à gonfler. On veut récupérer cette eau par osmose. On va utiliser le symbole P majuscule pour pression hydrostatique et on va utiliser le symbole Pi pour pression osmotique. Ça sera plus vite à écrire. Alors voilà, nous avons cette pression hydrostatique qui pousse du liquide hors de notre capillaire et cette pression osmotique qui récupère de l'eau par osmose. Au début du capillaire, la pression hydrostatique est plus forte que la pression osmotique, mais au fur et à mesure qu'on se déplace le long du capillaire, la pression hydrostatique diminue, mais la pression osmotique demeure la même. Donc, ça pourrait ressembler à ceci. Ce qui fait en sorte que de tout le liquide qui est sorti à l'aide de la pression hydrostatique, on est capable de récupérer par osmose 99% de ce liquide. Je ne suis pas en train de dire que 100% du liquide sort. Je suis en train de dire de tout ce qui est sorti, on est capable d'en récupérer la quasi-totalité, 99%. Ça veut dire qu'il y a un 1% de liquide qui reste pris dans l'espace interstitiel. 1%, c'est pas grand-chose. On aurait tendance à dire, 1%, c'est pas la fin du monde. Oui, mais ce 1% s'accumulerait avec le prochain 100 qui passe, un autre 1%, prochain 100 qui passe, un autre 1%. Ensuite un autre, ensuite un autre. Et là, on aura cette accumulation qui devient 2, 3, 4, éventuellement 30%. Si tout notre liquide est rendu ici, on a de moins en moins de liquide ici, ça devient dangereux. Alors, on a besoin de récupérer ce 1%, mais ça ne peut pas se faire selon ce mécanisme, ça se fait grâce au système lymphatique. À proximité de nos capillaires sanguins, nous avons toujours des capillaires lymphatiques et le 1% va se faire ramasser par le capillaire lymphatique afin d'être acheminé le long du corps, remonter le corps jusque dans les épaules et dans les épaules, il sera déversé dans le sang. Donc éventuellement, ce 1% retourne dans le sang et ceci peut continuer toute notre vie. On parlera davantage du système lymphatique dans une autre vidéo. Maintenant, c'est à mentionner ici que ce n'est pas seulement de l'eau qui va sortir lors de la pression, à cause de la pression hydrostatique. Il y aura toute substance qui est considérablement petite et qui peut passer par les pores capillariens va sortir. Et de cette façon, on est capable de donner des substances au tissu, en plus de le transport actif, la diffusion simple, l'exocytose ou l'endocytose qui va aussi pouvoir échanger des substances le long de la paroi du capillaire. Et ça, c'est la façon dont nos capillaires, notre sang, est capable de donner et ramasser auprès de nos tissus.
Ceci marque la fin de notre vidéo sur le système sanguin. Bonne fin de journée.